Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci d'être avec moi dans ce Money Show podcast, épisode numéro 16, il me semble. Vous êtes en train de venir petit à petit. En tout cas, merci d'être avec moi ce soir. Un petit peu de latence côté YouTube. C'est pas de notre côté, c'est côté YouTube. C'est une émission qui est envoyée sur notre Genius TV, une télé privée, et puis aussi sur YouTube, sur Twitch, sur je crois Facebook ou je sais même plus d'ailleurs, où il envoie tout ça. Une émission en tout cas qui requiert relativement de l'importance. C'est vrai, vous êtes quelques-uns en live, mais l'émission cartonne en fait après en replay. Tout le monde ne peut pas être disponible à 19h un mardi, c'est pas simple, hein, il faut se débrouiller, mais on n'est pas mis en avant non plus. Hein, on n'a personne qui montre ses toutounes dans l'émission, c'est évident. Hein. Ah ben on est comme ça. Nous. Salut à David, salut à DL, hein, salut à Julien, salut à En Recherche de Vérité, salut en tout cas à tous ceux qui regardent l'émission ce soir et tous ceux qui sont en train de basculer, de poster le lien pour la voir. C'est une émission extrêmement sérieuse ce soir. Ah oui, on va prendre ça avec un petit peu de dilettance. Mais il y a un certain ras-le-bol. Ah oui, il fait chier. Ah, chiant. Mais qu'est-ce qui est chiant, Luc? En définitive, on ne sait pas s'il va y avoir une crise ou pas. Enfin, on se pose la question de savoir si raisonnablement on est déjà dans la crise. Vous savez, dans le fameux principe de cette crise qui, dans un premier temps, nous dit qu'il peut y avoir effectivement un petit retour à la normale, un déni, une peur, une capitulation. Vous connaissez bien sûr l'évolution de la courbe de la crise. Je vais vous en parler en fin d'émission. Ce qu'on fera, on fera l'analyse du SP500, c'est ce fameux indice boursier qui permettra de se dire où on se trouve un petit peu dans le principe de la crise. De toute façon, cette crise, moi, ça fait plus de 20 ans que je vois les marchés financiers. J'ai passé pas mal de crises, 2001, 2008 et ainsi de suite. C'est pas une crise. Oh bah c'est pas une crise. On n'est pas. Toi, tu t'as la dalle. Toi, tu es dans la crise. Mais eux, c'est pas une crise. On va essayer de normer en fait tous ces indicateurs de crise. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On est roulé dans la farine. On n'est pas dedans du tout. Moi, je suis véritablement stupéfait de la résilience à la normalité. On est dans complètement l'abstrait. Hein, on n'est plus du tout dans le réel. Oh, on est tous avec un casque sur les oreilles, ou alors on nous a insufflé ou même injecté une dose de réalité virtuelle. C'est du jamais vu. Hein, on est dans l'irrationnel. Je vais vous expliquer pourquoi, et puis j'aimerais aussi avoir votre point de vue pendant cette émission, que vous puissiez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce principe d'irrationalité, de savoir où vous êtes positionné par rapport à cette crise qui ressemble à une crise sans pour autant ressembler à celle qu'on connaît par le passé. Cette émission est sponsorisée par Genius Station, vous savez, l'intelligence artificielle au service des traders, un algorithme de trading hors norme, capable de trouver des stratégies, capable aussi de les mettre en place automatiquement chez votre broker. Charlotte qui est avec nous ce soir vous mettra le lien en tout cas de Genius Station. On peut vous montrer ce que c'est, vous restez souvent pantois, sans voix, et vous nous dites c'est quand même incroyable votre truc. La semaine dernière, vous étiez mercredi plusieurs dizaines, vous étiez, c'est très drôle d'ailleurs parce qu'une émission en live qui traite de la crise, vous allez être peut-être 1000, 1500, 2000, 2500 à la regarder, alors qu'une émission de démo de l'algorithme de trading en auto-trade en live, hein, parce que nous on ne fait pas des slides, on fait pas, non ça. Nous on préfère vous montrer en live ce que tu es capable de ramasser avec l'algorithme. Vous étiez véritablement très nombreux, vous êtes très nombreux, on parle de plusieurs centaines de personnes, il y a beaucoup de monde qui nous ont rejoints et on en est super content. Alors, on ne parlera pas forcément du Bitcoin qui risque de se retourner à 20 000, de retourner à 20 000. Le Bitcoin, vous avez compris que c'est pas lui qui évoluait. Oh bah vous avez compris que c'est pas le Bitcoin qui montait ou qui descendait. Si vous ne l'avez pas compris, c'est qu'il y a un petit problème de compréhension. Hein. Il faut quand même s'interroger, se regarder devant le miroir. Le Bitcoin n'est qu'une réaction épidermique à l'évolution du dollar. On n'a rien à foutre d'un Bitcoin qui monte parce que tu as un mec qui dit et trader le Bitcoin sur Internet et qui te dit qu'il va y avoir un halving ou un, je sais pas moi, un Simpson ou ce que tu veux. Je m'en tape, là, c'est l'anniversaire du mec qui a pondu le Bitcoin. A priori, personne ne sait véritablement qui il est. Ça fait partie de l'histoire, le truc qui te vend, le marketing, quoi, l'emballage, la ficelle.
Et toi, tu es comme un âne et puis tu achètes du bitcoin, après tu chiales parce que le bitcoin, quand il était au plus haut, tu n'as pas pu le sortir et l'exchange te l'a fait sortir au plus bas. Le bitcoin, tu connais mon point de vue dessus, c'est fait pour amuser un peu les touristes. Les Américains sont très emmerdés, ils font partie des plus grands propriétaires, sinon c'est le plus grand propriétaire de bitcoin. Mais bitcoin contre dollar, pour eux, c'est un petit peu blanc bonnet et bonnet blanc. Hein. On se tire une balle dans le pied ou on se la met dans la tête. Hein, vise bien, hein, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Ah bah si tu n'as pas capté ça, c'est tendu. Hein. Oh, le bitcoin. Oh, il est surtout coin. Hein. On n'a pas vu bit, mais on a vu coin. Allez, on va parler de la détection de la crise financière. C'est le sujet de ce soir. N'hésitez pas à répondre au sondage qui est au-dessus de vous dans le chat. N'hésitez pas à me transmettre votre point de vue. Je suis ouvert absolument à toute discussion, surtout si elle est contrarienne. Absolument, j'adore, moi, le côté contrarien. Sinon, c'est pas drôle. Ah, sinon, c'est pas marrant. Ah, je vous avais annoncé, tu te rappelles, un Nasdaq à 15 000. J'ai reçu des messages de merde. Oh, tu dis n'importe quoi. Le Nasdaq à 17 000, à 20 000, manque de bol. Bam, à quelques heures près. Bam, 15 000. On est à 14 000. Hein, chacun fera ce qu'il voudra. Alors, on va parler bien sûr des indicateurs économiques clés. Je vous demande de bien vouloir écouter ce que je vous dis si vous avez envie d'être un peu plus malin côté des marchés financiers ou carrément vous opposer à moi si vous avez envie d'être un peu rebelle, bien évidemment. Les indicateurs clés, quels sont-ils pour savoir si nous sommes dans une crise ou pas une crise, ce sentiment de crise? Moi, c'est moi qui crise, c'est pas les marchés. Moi, je crise. Personnellement, ça fait déjà depuis août 2022 que j'annonce une baisse jamais vue sur les marchés financiers, pour la bonne et simple raison que les marchés financiers ont de la mémoire. Et quand ils ont été une fois à moins 37 ou à moins 40 lors du Covid, ils n'ont pas envie de retourner à 40%. Ils auraient plutôt envie d'aller à 60%. Ah bah oui, une baisse de 60%, c'est complètement possible. Des entreprises qui essayent d'être honnêtes et qui se font manger de 60% en une séance avec des ruptures de cotation. On a vu Worldline, moins 60%. Mais moi, attendez, à moins 10%, déjà, les mecs, il y a 20 ans, ils étaient en train de se pendre ou de se mettre une balle. À moins 60, tout le monde danse la carmagnole. On a l'impression d'être en club. Les suspensions de cotation sur Worldline ont été tout azimut, mais rien à foutre du tout. Alors, bravo, effectivement, les obligations sont à leur plus haut. Mais il faut aussi spécifier que les obligataires sont à leur plus haut depuis pas mal d'années et sur des unités de temps extrêmement réduites parce que si tu me permets les obligataires avec des rendements extrêmement élevés, on les connaît, hein, les T-bonds, les T-notes, les 20 ans, les 25 ans, je te parle d'un T-note à 8 ans. Hein. Là, tu commences à faire un peu dessus, parce que on parle de 5%, ce qui veut dire que de toute façon, je vois pas comment la Fed pourrait être sous l'obligataire. Ce qui veut dire qu'un pays, une nation, de toute façon, même à très court terme, devra, elle, obligatoirement mettre 5% sur la table. Alors, déjà, toi, ça te fait mal quelque part quand on empruntes un 5%. Mets-toi à leur place. Toi, t'empruntes pour la Skoda ou la Dacia ou la Mercedes et tu te dis, ça me fait chier quand même d'emprunter sur 5 ans, 60 mois à 7,5% ou à 14% si tu fais appel à ces sociétés dégueulasses, plus dégueulasses les unes que les autres, qu'on appelle des sociétés de crédit renting, qui te chargent en termes de frais, de taxes, de frais de dossier, de frais, tu tournes à droite. C'est quoi ces frais? Parce que je tourne effectivement à droite. Donc quand je tourne à droite, c'est 7%, quand je tourne à gauche, c'est 3%. Mais t'as vu ça où, toi? Oui, mais en plus, il y a une assurance. Ah oui, non, pas la tienne. Moi, l'assurance maladie, mais je ne vais pas te payer ton... Ah oui, tu payes. Tu te retrouves avec une caisse, ici en Espagne, ils prêtent à 14%. Hein. Ah oui, et là, je te parle d'une rémunération à 5% sur 8 ans. Et c'est l'État. Donc, ce qui veut dire que d'ores et déjà, de ces emprunts d'État, tu vas voir dans le truc... plus personne ne croit à rien. Les agences de notation, ils se demandent s'ils vont pas passer à des lettres comme des lettres G, un peu comme les notes, tu sais, quand tu es à l'école aux États-Unis, hein, dans les universités ou même dans les high school, ils te mettent A, B, C. Bah là, c'est pareil. Là, le mec vient de se mettre au coin avec un bonnet d'âne. Les États-Unis qui baissent aussi, hein, bah, évidemment. Alors, on va en parler. La détection, en tout cas, de la crise financière se fait par des indicateurs extrêmement précis. On les appelle des indicateurs clés. C'est une galère pour
les avoir, je vous jure. C'est un emmerdant pour essayer d'avoir ces indicateurs. Pourquoi? Parce que c'est de la flûte, quoi. C'est de la flûte, du vent, du pipeau, du banjo, tout ce que tu veux. Quand tu cherches des indicateurs aujourd'hui, alors tu connais le calendrier économique. Le calendrier économique, tu l'as sur Genius Station, c'est gratuit. Tu télécharges l'application, tu vas sur genius-station.com, tu t'inscris, tu payes 0, tu as le calendrier économique. Et alors là, Walt Disney, Tex Avery, ils sont tous mis. Ah, tout va bien. Oh, les IPC, non. L'inflation, non. Les chômeurs, non, on ne connaît pas, je ne sais pas. Le mot chômage, non plus. Vous allez voir que c'est assez drôle. En tout cas, sachez que certains sont largement considérés comme des alertes rouges. Le truc Falcon 12, là, on est vraiment dans le maximum. Voici quelques-uns des indicateurs économiques, en tout cas, que vous devez étudier en permanence. Écoutez-les, comprenez-les, utilisez-les, et je vous assure que de toute façon, à un moment ou à un autre, la conjonction de certains indicateurs que je vais vous donner va permettre un écroulement total. Est-ce qu'on est dedans? Non. Il y a une résilience quand même, on va en parler. D'abord, on va parler de la croissance économique, c'est le premier signal. On parle effectivement d'une chute qui pourrait être significative du taux de croissance, qui peut indiquer des problèmes sous-jacents dans l'économie. Alors, la croissance économique américaine, il faut le comprendre, a doublé au 3e trimestre, portée par la consommation des ménages. Alors, écoutez bien comment je vais vous faire la phrase. Parce que tout ce que je vais vous dire, c'est réel, ça vient pas de moi. J'ai pas été avec un boulier pour compter le nombre de chômeurs aux États-Unis. Je récupère des datas et tout ce que je vais vous dire est à bien entendre pour éviter d'avoir une sémantique complètement différente de ce que je suis en train de vous expliquer. La croissance de l'économie américaine a doublé au 3e trimestre. Ce qu'ils appellent croissance, c'est la consommation. On a tendance à mélanger la consommation avec, bien évidemment, le chiffre d'affaires des entreprises qui produisent des produits de consommation. Vous avez effectivement la consommation des ménages qui reste très forte aux États-Unis, parce que j'ai pris mes indicateurs aux États-Unis, qui reste très forte. Donc la consommation est très forte aux États-Unis malgré des taux d'intérêt extrêmement élevés. Sachez qu'aux États-Unis, il y a à peu près 1,5% de la population qui vit au cash. Tout le monde achète absolument tout grâce à des cartes de crédit qui maintenant n'existent plus et qui sont remplacées par ce machin. Tu bois un café, ding, tu passes à la caisse, ding, tu veux, ding, mais non, mais ding, ah ouais, mais j'ai rien fait, j'ai pas touché, c'est pas moi. Tout sonne, tu passes ta montre, tout sonne. C'est assez impressionnant, on dirait zézette à la caisse. Bref, tout ça pour te dire quoi? Il faut savoir qu'effectivement, c'est un pied de nez face à une récession attendue maintenant depuis au moins 18 mois, où on parle de récession. La croissance du produit intérieur brut, pour vous le faire simple, c'est le PIB, ça reste assez facile, s'est établie à 4,9% en rythme annualisé pour les 3 mois de juillet à septembre, selon la première estimation, bien sûr, du département du commerce qui a été publiée. Elle est plus forte encore que les 4% à 4,7% attendus par les analystes, selon plusieurs consensus. Alors, restez bien avec moi pour l'explication. Vous avez envie d'y croire. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire qu'effectivement, les industriels continuent à croître et à faire des profits et des bénéfices. Et ça s'explique très naturellement. C'est pas qu'ils ont plus de clients, puisqu'on sait que les clients se raréfient. C'est pas que véritablement les gens dépensent plus d'argent. Ils n'en ont plus. La base n'en a plus. Les middle, ils vont bientôt plus en avoir, puisqu'aux États-Unis, il n'y a plus rien. Au niveau consommation à crédit, les taux sont tellement chers qu'on arrive sur un banqueroute. Pas des banques. Un banqueroute, ce sont les ménages qui n'arrivent plus à rembourser leur crédit de fin de mois, puisqu'ils ont tous les fins de mois, ta paye, elle arrive, c'est un tuyau direct, employeur-banque. Ils remboursent ce qu'ils ont commencé dans le mois. Donc quand on fait ce genre de choses, on sait qu'il n'y a que le premier mois où c'est profitable. À partir du second, tu es dans la merde. Et si les taux d'intérêt continuent à monter, d'habitude, tu rembourses, je sais pas, un mois 1200, 2000, 3000, 4000 dollars par mois. Si ça prend 0,25 depuis maintenant quasiment 2 ans, tu as augmenté en gros du quart. Voilà, donc tu te retrouves dans la merde et ta carte est retirée. Tu peux plus consommer, plus bouffer, plus rien du tout. Aux États-Unis, c'est ce qui leur pend au nez. Alors, il faut comprendre que quand je suis en train de vous expliquer du PIB, il faut bien admettre une chose, c'est qu'il y a moins de clients, il y a moins de dépenses,
mais il y a forcément plus de bénéfices et de profits, puisque tu as fait bouffer une espèce d'inflation obligatoire qui était liée à l'augmentation des matières premières, au conflit ukraino-russe, comme tu as envie, et que tout allait effectivement prendre au moins 30, 40, 50% dans la gueule, mais que les constructeurs, les distributeurs et même les industriels allaient faire en sorte, par humanisme et altruiste, de baisser des prix, ce qui est complètement faux, puisque tout a pris entre 25 et 30% depuis maintenant l'ère du quoi qu'il en coûte post-Covid. Donc forcément, les bénéfices sont colossaux. Le truc, tu le vendais 10 balles, ça te coûtait 5 balles, tu le vendais 10. Aujourd'hui, ça te coûte 5,25, mais tu le vends 83. Et t'as de la conso, sur des produits comme le pétrole, McDonald's ou Starbucks, les mecs continuent à bouffer, continuent à boire un café, continuent à acheter un peu tout et n'importe quoi. C'est cohérent. Jusqu'au moment où tu vas avoir cette espèce de banqueroute où les mecs pourront plus consommer parce qu'on leur a retiré l'espèce de jouet qu'ils avaient dans la main. Il faut reconnaître tout ça. Donc, c'est un PIB pipé. Il y a même plus grave, vous verrez, il y a véritablement le côté de la balance commerciale. Je te reparlerai en fin d'émission. La balance commerciale, c'est fondamental. La balance commerciale, c'est ta consommation, mais avec ce que tu importes, ou alors ce que les autres consomment avec ce que tu exportes. Ton exportation, ton importation, tu essayes de trouver l'équilibre, tu n'en as pas, tu es en déficit, effectivement, de ta balance commerciale. On va en parler. Véry, c'est super intéressant. Là, on fait de l'écho. Oui, on retourne un petit peu à l'école. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parfois, il faut aussi revenir un petit peu en arrière. Parce que l'autre, choumoukou, machin. Non, arrête, s'il te plaît. Chérie, arrête de mettre comme ça des trucs à la con. Les gens vont plus y croire. Et ils y croient plus. Le licencié en master économie, 3e étage, porte à gauche, on n'en a plus rien à foutre de ces conneries à lui, parce qu'on comprend plus rien. Non, tu sais pas. Alors ferme-la, comme dirait l'autre. Évidemment. Alors la première chose à retenir, c'est que la crise tient parce que véritablement les entreprises font de l'argent sur une inflation complètement absurde. Mais nous, on continue à consommer, on ferme notre gueule. Alors il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se passer, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles on pourrait boycotter pour essayer de ramener à quelque chose de normal. C'est ce qu'il attend, Powell. Demain, il va pitcher, le gars. Il va passer effectivement un oral dont tout le monde se fout. Je vais vous expliquer que demain, le FOMC... oui, mais Luc, quand même, les traders, FOMC, la décision de la politique monétaire sur les taux d'intérêt américains, quand même, on s'en fout tous. Demandez à un mec de métier s'il en a quelque chose à foutre demain soir. Il n'en a rien à foutre. Pourquoi? Parce que les temps ont changé. Parce que c'est plus le FOMC ni les taux d'intérêt qui vont véritablement influer ou influencer les indices américains ou même européens. Pourquoi? Tu prends la BOC, la BOE et la BCE, les trois banques centrales principales, l'européenne, la canadienne et l'anglaise, elles n'ont pas bougé. Pas un poil, je te dis. L'autre, il va arriver, boum, 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 salut, qui a amené les chips, coca, machin. Bon, je vous dis, ça bouge pas, vous pouvez rentrer chez votre mère, il n'y a rien qui va bouger. Mais les traders s'en foutent en plus. C'est là où il faut vraiment comprendre la situation dans laquelle on se trouve. On n'en a plus rien à foutre de ces putains de taux d'intérêt. Oui, je suis vulgaire. Parce que la baisse, je l'attends depuis des mois et encore des mois. Je suis pas le seul à l'attendre. On est nombreux. Sur la liste, je vais te dire, la liste, elle est pleine. Elle est pleine. La directrice du FMI, Warren Buffett, tous, ils sont tous vendeurs. Le patron de JP Morgan, ma concierge, Madame Fernandez du sous-sol, tout le monde attend la descente. On peut plus rien faire. On n'achète pas quand le produit vaut 60 balles, un produit à 200 balles. On peut plus. Non, on peut pas. Non. Non, ton crédit à 25%, tu te le gardes. Moi, je m'en fous. Donc, on n'en a plus rien à foutre du discours de Jérôme Powell. C'est un mec qui va s'effacer petit à petit. Parce que les gens, ils s'en foutent. Ils en ont plus rien à foutre. Puisque de moins en moins, ils vont pouvoir avoir accès au crédit. On va en parler dans cette émission. D'abord, il faut savoir que donc cette croissance, a priori, elle est bonne. Oui, elle est bonne. On a fait du bénéfice. Par contre, en 2000... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une conne? Oui, en 2024, non, ça va pas être la même en couleur. Là, le titre tombe de 60%. Ça te parle?
Ah bon, on va en parler dans l'émission. Je vais vous parler aussi du taux de chômage, deuxième indicateur important. Le premier, c'est la croissance économique. La deuxième, c'est le taux de chômage. Une augmentation soudaine, bien sûr, et importante du chômage peut être un signe de difficulté économique. Le taux de chômage aux États-Unis a grimpé au mois d'août dernier à son plus haut niveau, 3,8% contre 3,5% en juillet. Il faut savoir que la période estivale, normalement, c'est une période où il y a très peu de chômeurs, où tout le monde, effectivement, trouve du taf, même les étudiants et compagnie. Depuis février 2022, c'est le plus haut niveau, effectivement, de chômage. Ça sort toutes les semaines. Vous en avez un le jeudi, un le vendredi. Vous avez effectivement les demandes d'aide d'allocation chômage et vous avez la création d'emplois. C'est très intéressant, ces taux de chômage. Vous les avez gratuitement dans le Genius. Il n'y a absolument aucun problème. Les taux de chômage, en tout cas, les États-Unis ont enregistré des créations d'emplois plus nombreuses qu'attendues. C'est toujours l'histoire ils en veulent plus, parce que bien évidemment ils ont la dalle, mais il y a de moins de personnes qui veulent travailler, et puis surtout de moins en moins de qualifiés. Les nouveaux travailleurs qui sont arrivés sur le marché du travail, ça représente en gros 187 000 créations d'emplois au mois d'août, davantage que les 170 000 attendus par les analystes. En revanche, les prévisions de création d'emplois ont été révisées en forte baisse, avec près de 110 000 créations en moins que ce qui était prévu en juin et en juillet. Ça va manger sec. Quand ils vont commencer à réduire, parce que bien sûr, si c'est l'inflation qui fait donner des bénéfices, des bénéfices à l'entreprise, t'es OK. L'inflation, elle va permettre de faire des bénéfices, mais on va produire moins, on va vendre moins. Oui, mais on va vendre plus cher. Oui, mais on s'en fout. J'ai l'impression de faire la pub du mec patron chez Lidl, ils sont moins chers. Mais on s'en fout qu'ils soient moins chers, là. Là, en l'occurrence, on produit moins, on consomme effectivement plus cher. Donc, il va y avoir dans l'équation une finalité par terre. On va tous se manger, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est les entreprises qui sont honnêtes annoncent déjà le déclin. Dès qu'elles ouvrent la bouche en disant on va faire moins de chiffre d'affaires l'année prochaine, elles se mangent à moins 60% dans la gueule. J'ai plein d'exemples à vous donner. Regardez ce qui se passe sur les marchés. C'est absolument impressionnant. Alors, véritablement, le taux de chômage reste relativement élevé. Les créations d'emplois augmentent, mais les taux de chômage, véritablement, régressent. Alors, une troisième donnée économique fondamentale, on en parle depuis tout à l'heure, c'est l'inflation. Alors, l'inflation, on les voit avec l'IPC Core, vous le savez. L'inflation, il y a celle qu'on te dit, celle que tu connais, celle que tu subis et celle qu'on projette. Alors, évidemment, l'autre va te dire 2. Oui, 2%. Sauf que toi, ton caddie, maintenant, tu fais plus des courses au-delà, au minimum de 200, 250 balles. Mais attends, je comprends pas. J'ai pris un rouleau de PQ, des Kleenex et puis des pâtes. 250 €, c'est normal. S'il y a une réclamation, c'est la caisse centrale avec Roger le Vigile à côté. Oui, mais c'est cher. Tout est cher. Alors, les données sur l'inflation, véritablement, on paye. On paye très cher. Une inflation rapide qui peut éroder, bien sûr, le pouvoir d'achat et créer des pressions sur l'économie. On est bien dans la phase on avait tout ce qu'on voulait, maintenant on commence à regarder les prix, on consomme moins, puis après ça va, là on est bien dans cette idée-là. L'inflation est restée stable sur un an aux États-Unis. Alors je te le fais, j'aurais pu mettre de la musique de chambre derrière, un peu de flûte, de violon et de violoncelle. Aucun problème. Les prix ayant de nouveau été tirés par le logement, bien évidemment, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui cherche à se loger. Ils essayent d'équilibrer. Tu vas aux États-Unis, tu vas en Floride, tu n'as quasiment pas d'impôts. Par contre, tu payes un loyer à balle. Tu vas dans des pays, dans d'autres États où il y a beaucoup d'impôts, tu payes moins cher, effectivement, le loyer. Là, c'est l'immobilier qui tient encore un petit peu, mais comme les taux augmentent, effectivement, les gens vont beaucoup moins acheter. Alors, les prix, bien évidemment, ont été tirés par le logement et l'essence, le pétrole très cher, encore une fois. L'inflation, l'immobilier et le pétrole, on te l'a fait à l'envers. Tu te rappelles, à la sortie des vacances, on t'a dit, le pétrole a augmenté. Non, regarde, le WTI, il est à 70 balles, il a pas augmenté. Oui, mais on pense que, et comme c'est la fin des vacances et que tu vas avoir la dalle pour mettre de l'essence dans ta caisse, nous on augmente tout de suite, on anticipe à la pompe. Ils essayent vraiment, toutes les conneries qu'ils racontent à longueur de temps, toi tu les bouffes, et tu racontes ça à ta voisine qu'on n'a rien à cirer, puisqu'elle regarde Hanouna et ses potes. C'est particulier quand même. Donc cette inflation, bien sûr, alors restez tranquille, restez assis, je vais vous donner un chiffre, ne rigolez pas trop fort, vous allez déranger les voisins. Pour les États-Unis, l'inflation a eu une petite augmentation sur un an de 3,7%.
Oh, pas de quoi énerver tout le monde. Bon, moi je te dis, c'est pas 3,7, c'est plutôt 37. Hein, depuis l'ère de l'euro, on voit bien que tout augmente de manière colossale. L'inflation, c'est ce qui fait gagner de l'argent aux entreprises. Et ça va pas dans le calcul mathématique d'un business plan. Tu peux pas tabler uniquement sur l'inflation. Les taux peuvent parfaitement exploser, puis après réduire. Tu peux pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux absolument pas faire ça. Je rigole sur vos questions dans le chat, c'est assez drôle. J'y répondrai en fin d'émission. En tout cas, sachez que les analystes tablaient. Alors écoutez bien, parce que la phrase, moi, les tournures de phrases, la grammatique de la phrase, la sémantique ne donne pas du tout objet à rhétorique, mais écoutez le truc, c'est fantastique. L'inflation a été stable, relativement stable, 3,7%, mais par contre, c'est vrai que les analystes ont été déçus puisqu'ils attendaient 3,6%. Je comprends pas. On est dans une ère économique où on compte en dizaines de milliers, en centaines de milliers. C'est quoi le bordel? C'est ça l'évolution? Un 0,1 ou 0,01? Ah bah si c'est ça, moi j'étais pas au courant, c'est de la merde, hein. Autant vous dire que ça vaut rien l'inflation, vous le savez. Alors il faut savoir qu'on essaye de la lisser à 2%. Donc les mecs qui vont, hein, élastique, cap, tendeur, ils essayent comme des malades, mais on n'y arrive pas. Ben pourquoi? Parce que les entreprises cumulent des bénéfices records liés à l'inflation et c'est tout, point barre. Donc dans les mathématiques, les boîtes sont pas connes, elles te le disent, on ne pourra pas tenir puisque inflation égale absence de consommation égale à un moment épuisement bien évidemment de la demande et on ne pourra pas raréfier l'offre parce qu'on a des stocks colossaux d'absolument tout, y compris des bagnoles et on les vendra à un prix de merde. Hein, ah bah oui, quand tu n'arrives pas à compenser le supply, ah bah ça va pas. Alors, une autre information intéressante, n'hésitez pas à commenter et me dire si ce que je vous dis, vous le cautionnez ou au contraire, vous sortez de ce truc en disant ce qu'il dit, c'est pas moi, j'ai un avis complètement différent. Je vais vous parler de l'endettement parce qu'il faut être cohérent. Hein, quand on parle avec quelqu'un, tout va bien, je me suis acheté une bagnole de ouf et tout complet. Oui, mais quand même, l'endettement, oh, on s'en fout. Hein, mais oui, mais on ne peut pas s'en foutre ad vitam aeternam. C'est absolument pas possible. Hein, c'est un niveau exponentiel, épouvantable, absolument alarmant. C'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. C'est quand même une autre caution qu'un Luc Vaudan le soir à 19h. Le FMI, JP Morgan. Attends, excuse-moi, tu veux que je te l'hurle dans le micro? C'est quand même Warren Buffett. Hein, on est d'accord? Et t'entends plus parler, hein, des Cathy Wood, des machins. Elles sont toutes flattes. Bah, elles veulent pas s'en mettre. Non, elles sont pas plates. J'ai pas dit plates. Elle fait ce qu'elle veut. Mais je te dis, elles sont. Tous ces gens-là sont flattes. Ça fait très longtemps qu'ils ont abandonné le marché action, même si ça monte, c'est pas parce qu'ils sont très nombreux à en acheter, c'est parce que, encore une fois, c'est la course à l'inflation. C'est merde, je vais pas en avoir. Oh merde, il m'en faut une. Ah oui, mais elle vient de passer de 40 balles à 90 balles. Tu l'as pas subi, ça? T'as pas subi un truc comme ça aujourd'hui dans les magasins? Mais je comprends pas, j'ai acheté la tartiflette à 40 balles hier, elle monte à 45. Ah, il paie ses corps, monsieur, hein. Ah, l'IPC. Vous savez ce que c'est, vous? Non, pas du tout, mais on m'a dit de dire que c'était l'IPC. Donc l'inflation, bien évidemment, tout va bien. 3,7% d'augmentation sur un an. Va parler aux Anglais, ils sont dans la rue, ils sont comme des fous. Hein. Il n'y a plus à manger. C'est ultra, effectivement, mauvais. L'endettement. L'endettement, j'ai appris des trucs. J'ai appris vraiment des trucs. Un niveau élevé d'endettement, bien sûr que ce soit au niveau des ménages, des entreprises ou des gouvernements, peut être préoccupant. Les États-Unis n'ont plus connu un exercice budgétaire positif depuis 2001. Les États-Unis n'ont plus connu un exercice budgétaire positif depuis 2001. La dette américaine est ainsi passée de 6 000 milliards à 33 milliards de dollars, en tout cas en 2023, et les perspectives d'évolution de cette dette sont colossales. Aujourd'hui, le gouvernement américain dépense plus pour payer, en tout cas, les intérêts de sa dette qu'il n'investit dans le Pentagone. Il faut savoir que le plus grand créancier étranger, écoutez bien, parce que ça va vous faire tomber sur le cul, c'est un truc assez incroyable. Le plus grand créancier des États-Unis, donnez-moi, tiens, dans le chat, s'il vous plaît, donnez-moi des pays, donnez-moi véritablement ces choses-là. Mettez-moi dans le chat qui est, d'après vous, le plus grand créancier des États-Unis. Ça m'a surpris, mais il faut le savoir. Il y en a un, absolument, et qui paye pas de mine, et qui
paye pas de mine? C'est le Japon. Ah, c'est étonnant. Vous le saviez sûrement. Le Japon a vendu pour 18 milliards de dollars de bons du Trésor américain cette année. En tout cas, le ramenant à ses avoirs à 1,4 trillion de dollars depuis mars 2020. Ses avoirs ont diminué de 32 milliards de dollars. Le taux d'intérêt de l'obligation à 10 ans, vous êtes prêts, passe le seuil des 5%. Ce qui veut dire que c'est du jamais vu depuis 2007. Donc, ce qui veut dire que l'endettement américain, tu bouges pas. Non, je bouge pas. Allez hop, tu viens de te prendre un quart de point supplémentaire. Mais j'ai rien fait. Ah, je t'avais dit pas bouger. Mais t'as bougé. T'as pris un quart de point. Donc, les mecs, c'est un cercle vertueux sans fin. Hein. C'est sans fin. Même s'ils essayent de sauver quoi que ce soit, c'est mort. Ça ne fait qu'augmenter. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le caca. En mai dernier, ils avaient voté un texte de loi qui permettait d'augmenter la dette américaine. Là, le 15 novembre, ils attendent encore un texte de loi pour éviter une banqueroute. Si jamais ils font banqueroute, ils remboursent plus de créanciers. Ils payent plus leurs fonctionnaires. Mais il est où? Mais il est où? Mais il est où, monsieur Biden? Nanana. Il est parti. Le dollar, tout, over. Alors ça va faire plaisir aux mecs qui ont du bitcoin, parce que ce qui se raconte dans les milieux autorisés, c'est il semblerait que le dollar va se casser la gueule et tout va être remplacé en bitcoin. Bon, monte là-dessus, tu verras Montmartre. Évidemment, c'est pas réel. Ça peut pas être le cas parce que les mecs omettent un truc extrêmement important, c'est que le bitcoin, c'est autre chose que crypto.com, j'allais dire XNT qui est un partenaire, ils en font plus, ils en veulent plus. Binance, que tous ces trucs-là. Le dollar, c'est quand même absolument tout. Hein. Ah oui, le commerce international, c'est qu'en dollars. Ah bah ça fait chier à peu près tout le monde, mais tout le monde est quand même en dollars. C'est pour ça que le dollar est stabilisé, par force, c'est évident, par force. Les marchés boursiers, c'est important aussi, on parle de crise financière économique, mais il faut regarder les indices boursiers, même les actions. Alors là, on tombe des nues, hein, véritablement. Worldline d'abord. Alors il faut vous dire que là, on était la semaine dernière, on était tous ensemble, on s'est tous regardés, on était en train de vivre un rêve, on s'est pincé. Je sais qu'il y a Jean-Marc dans le chat et tout, Jean-Marc qui aime énormément aussi l'aspect économique des entreprises et qui me rectifiera s'il a l'impression que je dis une connerie. Faut pas hésiter, moi je suis à l'écoute de tout le monde. Mais le marché financier, c'est mon métier. Me demande pas de te faire une vidange, je sais pas la faire. J'ai des doigts, elles vont pas dans le moteur. Mais c'est pas que je suis précieux, c'est simplement que je sais pas le faire. Alors que les marchés, je les vois tous les jours. Et moi, je te dis que tous les jours, on nous fait bouffer de la merde. Un titre qui, en plus, est dans le composite du CAC 40, peut quand même pas perdre 60%. On fait des suspensions de cotation. Mais moi, j'ai connu un temps où la suspension de cotation était à moins 7%. Vous avez laissé Worldline se faire défoncer à 60%. Mais elle était où, Cricri? Ils sont où, l'AMF, ils sont où? Ils sont partis. Alors, moi, je crains qu'effectivement, il y ait un turnover au niveau des valeurs prises en compte dans le CAC 40 qui soit élevé. Le géant français des paiements, en tout cas, a perdu 60%. Alors, on sait qu'il y a eu des problèmes économiques, on a des problèmes financiers, quand je dis financiers, techniques, hein, des problèmes, effectivement, de paiement, autre chose comme ça. 60% de baisse, c'est clair. Ils ont été suspendus pas mal de fois dans la journée, mais ça n'a pas permis de remonter, en tout cas, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Worldline? Worldline, en tout cas, ils ont annoncé ses résultats pour le troisième trimestre. Le groupe qui fournit des services de paiement aux commerçants va annoncer un peu plus tôt revoir tous ses objectifs à la baisse pour 2023 et prévoir même un plan d'économie de 200 millions d'euros en 2025 avec une montée en puissance rapide dès l'année prochaine. L'action a perdu 38% en bourse. Là, cette fois-ci, c'est instantané, hein, puisque dès qu'il y a eu l'annonce, bam, on a perdu 38, puis après 50, puis après 60, tu le sais. Hein. Je vais vous parler de Tesla la semaine dernière, dans d'autres proportions. Ah bah notre ami Elon Musk qui fait lui, je sais pas, il va trop loin. Mais c'est pas qu'il va trop loin, il est culotté le mec quand même. Maintenant il s'oppose complètement au gouvernement américain. Ah, il n'a pas peur de dire qu'il est pro-palestinien, qu'il veut aller emmerder les Israéliens, et qu'est-ce qu'il a entendu. Et ça n'arrête pas. Voilà, il raconte tout un tas de choses. Il a peur de rien. Tesla, en tout cas, moins 9% en bourse, c'était la semaine dernière. Ça s'est changé à $221. La raison de la claque boursière est claire. Des résultats financiers décevants, marqués par une dégringolade de 44% de son bénéfice net. Vous entendez bien, hein, ça, vous le saurez. Voilà, et 1,85 milliard de dollars, une hausse de chiffre d'affaires largement inférieure à celle qu'attendaient les analystes. Alors lui,
on ne peut pas dire qu'il encourage l'inflation, il baisse ses prix en permanence. Si tu achètes une Tesla à 9h du matin, à 17h45, elle a perdu $2000. Tu as le mur des lamentations pour les chialer. Donc là, effectivement, c'est un peu chaud pour lui. Je ne sais pas qui gère la politique des prix pour Tesla. En tout cas, celui qui gère les relations avec les gouvernements au titre des avantages fiscaux, il se démerde bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Le secteur bancaire. Le secteur bancaire, c'est véritablement, si tu as des difficultés dans le secteur bancaire, tu as compris que ça allait être la merde, hein, c'est certain. 5 faillites bancaires cette année, d'envergure, 4 américaines. Clairement, Silvergate Bank, spécialisée dans la crypto, et je te garantis que c'est pas fini. Regardez Binance en ce moment. Binance en ce moment, c'est terrible. Hein. Ah bah l'autre, il a des problèmes au-dessus de la tête, et apparemment, d'anciens directeurs de Binance sortent en expliquant que la boîte, elle n'est pas viable, hein. C'est pas un truc qui est sérieux. Hein. Ah bah c'est pas sérieux du tout. Hein. Lis le truc, tu vas comprendre. 2023-2024, pour Binance, ça va être terrible à mon avis. Oui, mais c'est pas grave, écrit l'autre, le Bitcoin monte. Mais il monte de quoi? De quoi il monte? Il monte, je comprends pas. Vous faites de l'analyse technique, cher ami? Oui, avec des nuages? Ah bah ça me paraît un boulier. Bah why not, c'est pas de problème. Donc je vous rappelle qu'il y a eu Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, la banque de la tech, hein, ça c'est clair, Signature Bank, hein, également dans les cryptos, le Crédit Suisse. Ah bah moi, s'il y avait une entité en Europe, en Suisse, où il fallait effectivement aller, c'est quand même le Crédit Suisse. Alléluia, quoi. Tu te mettais à genoux, t'attendais qu'une chose, c'est d'avoir la bénédiction d'un conseiller financier qui t'ouvrait un compte auprès du Crédit Suisse, qui en plus te permettait d'avoir accès à un coffre et de planquer des lingots. Alléluia. Et ben là, Crédit Suisse, boum, dans la gueule. Ah bah évidemment. Alors après, bien sûr, une démission, puis un licenciement. Ils remettent quelqu'un d'autre à la place, le mec ouvre sa bouche, il dit que ça va mal, boum, il le prend en pleine tête. Ça, c'est pas évident. Et enfin, pour finir, la First Republic Bank, hein, qui prend aussi le 1er mai une bonne claque. Regardez bien la BNP, qui est une bonne banque, ça va pas terrible en ce moment sur les marchés financiers. La Société Générale se débrouille, mon Crédit Agricole. Bon, c'est pas non plus le machin. Tu vois ce que je veux dire? Alors, la notion la plus importante, qui est fondamentale à savoir et à comprendre, c'est quand même ce qu'on appelle la balance commerciale. Je vous ai parlé de la croissance économique au-dessus. Cette croissance économique qui est pipée, trompée, travestie. On nous fait croire que ça va mieux alors qu'en fait, ils augmentent les prix. Donc, ils trahissent un aspect de consommation par une augmentation des prix qui augmente la marge. Vous pourrez dire merci à votre distributeur ou votre constructeur, hein, qui chiale. Ah bah lui, quand il parle de sa politique des prix, il chiale, hein. Ah, il se roule par terre. Ah, mais t'as mal de quoi? T'es même pas tombé. Ah, l'inflation. Mais l'inflation de quoi? Et arrête tes conneries, nous on les voit, les marchés financiers. Même sur le grain, même sur les pierres, même sur... y a pas, arrête d'augmenter les prix. Et là, tu es en train de te foutre de ma gueule. À quelle heure les froliques, la bouffe pour clébards et pour chats, augmentent de 35% et ça se justifie? Mais t'as qu'à lui donner autre chose. Prends un flingue et va chasser le sanglier dans la pampa. Tu ramènes à ton chien un sanglier, il se démerde, il le découpe, il bouffe. Mais t'achètes pas des croquettes avec 35% d'augmentation. Ah oui, mais c'est vrai que l'alimentation animalière, plus les trucs pour les enfants, souvent on fait les cons. Hein, c'est évident. La balance commerciale, c'est important, on finira là-dessus. Un déséquilibre important de la balance commerciale crée forcément un signal de pression économique puissante. Il faut savoir que la balance commerciale des biens et des services est calculée entre la différence des exportations, bien sûr, et des services d'importation. Si tu exportes plus que tu importes, ta balance commerciale, elle est au taquet. Sauf que là, c'est la merde. Hein, regardez, depuis les années 70, c'est complètement inversé. Il faut savoir que la balance commerciale, hein, là on parle de pourcentage du PIB, c'est simple à comprendre. Une balance positive indique que les exportations dépassent en valeur les importations, c'est ce qu'on appelle un excédent commercial. On a souvent parlé de la Chine dans ce principe-là, puisque les deux placent un tectonique commercial, on est bien entre la Chine et les États-Unis. Nous, l'Europe, on est des goyes, hein, on est ceux qui vont effectivement, hein, hop, ils te jettent, toi tu bouffes, hein, c'est, voilà, j'en fais partie, hein, je ne parle pas pour toi, on fait tous partie de ça. Nous on est contents, hein, ah bah, on regarde les keynotes d'Apple et on bave devant un truc tout noir qui vaut 4000 balles alors que ça vaut 400 balles. Hein, ah bah oui, c'est comme ça. Alors, une balance négative indique au contraire, en tout cas, des importations plus importantes que les exportations. Et c'est ce qui se passe côté véritablement américain, puisque l'affaiblissement des exportations américaines par rapport, bien évidemment, au mois d'août, hein, c'est assez
récent, moins 1,5%, 195,6 milliards de dollars en tout cas de moins, qui s'est couplé à une stabilisation des importations à un niveau bien plus élevé. On parle de 238 milliards de dollars, hein, 195 dans un sens, 238 milliards de l'autre. Ce sont encore des biens qui ont plombé la balance commerciale américaine en affichant un déficit en hausse sur un mois, plus 4%, à 62,7 milliards de dollars, tandis que l'excédent traditionnel sur les services perdait du terrain, moins 3% à 19,6 milliards de dollars, indique le ministère. En septembre, les exportations américaines ont notamment marqué le pas dans les matériaux et les produits de biens industriels, produits chimiques. Les exportations américaines ont notamment, encore une fois, mangé côté pétrole aussi, puisqu'apparemment, ce qui faisait chier, c'est aussi un peu l'origine de la guerre en Russie. Ce qui faisait chier les Américains, c'est que les Russes étaient en train de dealer avec nous un contrat sur 20 ans à des prix défiant toute concurrence, en particulier sur le pétrole. Et oui, mais ça aurait fait chier Tesla et puis tout. Bah oui, parce que le pétrole, il y en a marre, hein, comme dirait la gamine là. Ah oui, non. Bah écoute, voilà où on en est. Dans le même temps, les importations de biens de consommation ont atteint des sommets historiques en septembre, 47,7 milliards de dollars, portés notamment par un bond de 27,1% des achats à l'étranger. Téléphone portable, Huawei, Samsung, hein, bah, écoute. Le déficit a toutefois été contenu grâce à une relative maîtrise des importations pétrolières, tombées à leur plus, tombées en tout cas à leur plus haut niveau, d'après ce que je comprends, 26,4 milliards de dollars depuis près de 5 ans sur fond de boom du gaz et du pétrole de schiste aux États-Unis. En avant Guingamp, ça a pété, ils reprennent. Hein. Ah bah il fallait aider le secteur. En termes géographiques et en données brutes, le déficit avec la Chine sur les échanges de biens s'est hissé au niveau record de 35,6 milliards de dollars. C'est pour ça d'ailleurs que Washington accuse Pékin de pratiques commerciales déloyales. Oh, ça ne faisait rien quand ils dévaluaient leur yuan pour pouvoir vendre plus à l'export et avoir une balance commerciale de côté positif. Hein, ça ne te gênait pas. Donc voilà. Allez, on finit en beauté avec la confiance des consommateurs. C'est un indice qui tourne régulièrement. Vous avez le JU en particulier en Allemagne, mais vous avez aussi d'autres indices de confiance des consommateurs. Celui du Michigan en particulier, des baisses marquées de la confiance des consommateurs, puisque l'indice est tombé à 102,6 points, c'est ce qu'a indiqué le Conference Board, en tout cas il n'y a pas très longtemps, contre 104,3 points au mois de septembre. On a perdu 2 points, c'est quand même pas rien. Il faut savoir que ça s'en souffre, évidemment. L'évolution des taux d'intérêt, alors c'est ce que je vous disais en préambule, qu'est-ce qu'on en a à foutre aujourd'hui? On est tellement haut, qu'est-ce qu'on en a à foutre des taux d'intérêt? Tu m'as tout pris, il me reste plus rien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu augmentes les taux? C'est d'ailleurs pour ça que ça ne sert à rien, puisque Jérôme Powell attend qu'une chose, c'est qu'on puisse plus rien acheter de façon à pouvoir réduire l'offre par rapport effectivement à la demande, et on va avoir après une régulation naturelle. Oh non, on passera par une grosse crise. Je ne sais pas quel est votre point de vue. On passera par une énorme crise. Vous êtes très peu nombreux à croire que la crise existe, puisque vous êtes à 67% dans le cadre de dire, bah non, en fin de compte, il y aura une petite crise, mais bon, ça passera. C'est pas non plus un truc formidable. Et ben moi, ça me paraît quand même assez important d'en parler. En tout cas, sachez que depuis fin juillet, les taux d'intérêt directeurs de la Fed se placent entre 5,25 et 5,50, et c'est beaucoup puisque c'est un taux brut marginal que les banques récupèrent pour pouvoir prêter enfin sur les marchés. Je vous glisse un petit truc entre parenthèses pour remercier les gens qui ont suivi l'émission ce soir. Sachez que le crédit est négociable. Ah, je le sais, j'ai vu Robert sur YouTube, il m'a dit que je pouvais acheter un immeuble sans argent. Bon, Robert, tu le mets de côté, quand tu te lasses un peu et que tu n'as pas le moral, tu le regardes, tu te pisses dessus, tu te marres un coup, c'est fini. Mais sachez que les banques ont un pouvoir assez intéressant et important. Quand tu es bon client, quand je dis bon client, quand tu as un peu de thunes que tu as mis de côté, tu peux discuter. Ah oui, je l'ai fait avec ma banquière. Ben écoute, je vais te donner en plus un tuyau. Sache que les banques jugulent en tout cas les taux d'intérêt puissants et élevés avec leur épargne. C'est-à-dire que plus ils ont d'argent en liquidité sur les comptes épargne, et plus ils peuvent te prêter à des taux en dessous même des taux des prêteurs. Donc si jamais tu as envie d'acheter par exemple un bien, préviens ton banquier. Préviens pas Zézette à l'accueil. Hein. Souvent, elle te met des tampons sur des papiers. Je les embrasse très fort parce que si elles n'étaient pas là, on ne pourrait pas mettre de tampons sur les papiers. Mais va voir carrément le directeur d'agence. Dis-lui, écoutez, moi j'ai très envie d'acheter, je veux faire confiance à votre banque, ça fait 25 ans que toute la famille y est. Maintenant, je voudrais que vous me promettiez un taux qui soit ras la caisse. Je ne peux pas acheter un bien immobilier à 5,25, à 6, à 7. On va où là?
T'achètes quoi? En plus, bien sûr, le prix du mètre carré sur les produits qui sont bien est encore élevé. Ça suffit pas pour juguler cette inflation. Et si en plus tu fais l'effort d'acheter à taux variable, bon bah là, un signe de croix à l'envers tous les matins, et puis tu récites un Ave Maria, parce que sinon tu vas avoir du mal. En tout cas, sachez que tous les indicateurs que je vous ai donnés sont fondamentaux, et forcément, c'est important. Encore quelques instants, je vais répondre à vos questions, et je vais vous afficher le SP500. Paul, por favor. En 2 segundas que tu puedes mirar et poner mi pantalla. On va regarder rapidement. Qu'est-ce que vous me dites? Il n'y aura pas de crise, sauf si j'ai mal compris, à part si on a un signe noir. Bon, c'est un terme de trading. Donc, personne ne saura. Bon, je ne suis pas forcément très d'accord. Dommage que personne ne veuille débattre avec moi. C'est pas grave, ça veut dire que les économistes ultra puissants s'intéressent pas non plus à ce qu'on dit, hein, ils sont dans leur trip à eux, et puis si tu dis le contraire, ils n'ont pas envie de débattre. Trop peu nombreux, bien évidemment, à se renseigner de manière très intellectuelle, très importante. On préfère croire à des conneries comme de croisement de moyenne mobile ou une sortie de borne de Bollinger. Le jour où ça pète, tu m'appelles, on fait un michoui, hein, c'est évident. On peut faire des gains pendant la crise, oui. Mais on en fait surtout quand la crise est passée, hein, quand ça repart, parce que c'est ça qu'on attend. Nous, on attend que la crise arrive, qu'elle baisse, qu'elle fasse chuter absolument tout et racheter le marché. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Beaucoup de messages d'encouragement, merci beaucoup, je vous embrasse très fort, en tout cas, vous êtes d'une gentillesse extrême avec moi. La Fed va achever, non, RPY, non, je crois pas. Non, franchement, on s'en fout. Enfin, moi, je parle pour moi, hein, mais je pense que la plupart des gens qui sont comme moi, professionnels du secteur, ils en ont rien à foutre, hein. Complètement. Il peut dire ce qu'il veut, le petit, là, on s'en fout. De toute façon, lui, ça fait bien longtemps qu'il a retiré ses billes des marchés, hein. Ah oui, tu savais pas? Il est actionnaire, hein. Son fils, sa famille, sa femme, ses collègues, ils ont tous des actions, hein. Après, on appelle ça l'impunité, chacun fait comme il veut. Bonsoir à Jean-Marc qui nous manque beaucoup. Jean-Marc, merci beaucoup. La poésie à Lolo, la peur certes, mais il y a des fondamentaux, la compensation de la crise Covid, par exemple. Alors là, il faut que tu m'expliques, parce que la compensation de la crise Covid, tu penses à qui? Pfizer? Ça fait longtemps qu'il n'en a plus rien à foutre. Pfizer, il a pris des milliards et des milliards et des milliards. On lui doit encore de l'oseille. Toi, tu lui dois de l'oseille. Il t'a vacciné 3 fois. Il faut bien que tu les rentres un peu sur tes impôts. Charlotte, tiens, qui nous dit, qui tape du poing sur la table. Un compte bancaire permet à l'État de se servir quand il veut. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des marginaux. C'est beau, ça. C'est de qui? C'est de toi? On va écrire un livre, dis donc, c'est très beau. J'ai pas tout compris, mais c'est beau. Nous sommes déjà en crise. Ah oui, alors ça, on va en parler, ça phase baissière, mais peu de personnes l'ont remarqué. C'est vrai, tu as raison, puisqu'on compense une très grosse baisse le lundi par une petite hausse le mardi, et le mec à côté tape du bras en disant, t'as vu, je te l'avais dit, ça repart. Arrête un peu. Tu regrettes plus que d'être parti à Barcelone? T'es fou, hein, t'es crazy, toi, à mon avis. Hein. Par rapport à la France, y a-t-il un avantage sur les prix? Non. À l'époque, oui. Maintenant, non. Les Espagnols vendent aussi cher que la France avec moins de taxes. Donc, évidemment, tu as compris, quoi. Ça va pas, l'histoire. On a quand même des prix intéressants, mais c'est surtout au niveau de la fiscalité, bien sûr, c'est mieux. C'est mieux. On est sur un pays où, quand même, la fiscalité est folle, mais quand même pas trop déraisonnable. En France, je ne sais pas comment vous faites, moi, je ne sais plus. J'ai baissé les bras. Hein. Oui, tu as tout. Hein. Il manque plus que l'air et l'eau. Bientôt. Oui, bientôt. Hein, le logement, ça tu te l'es pris dans la gueule il y a pas mal de temps. La cabane au fond du jardin où tu fais pipi, tout ça, ça t'es taxé. Bientôt l'air et l'eau. C'est normal, il n'y a plus rien à taxer. Les morts aussi, mais ça c'est fait aussi, je crois, d'un autre côté. FOMC demain avec, bien évidemment, nous dans Genius. Abonnez-vous et venez faire le FOMC avec nous, en tout cas, il n'y a pas de souci. Christine qui monte, elle monte où? Les escaliers, Django? J'ai pas compris. Elle arrive, elle va me casser la gueule, Christine? Je sais pas. Différence, valeur du billet, valeur du réel. Là c'est de l'utopie. Là, on est dans des comptes de Grimm, hein, c'est carrément le truc rigolo. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Et puis, c'est pas le Bitcoin qui va venir chercher les talons d'or. Hein, non, c'est pas ça du tout. Hein. Les Américains, comme les Anglais, empruntent plus que les Français, absolument, c'est dans leurs mœurs. Les Français étaient encore dans l'aspect un peu africain. Ça va vous faire peut-être sautiller, mais c'est pas grave. Les Africains, eux, sont dans le principe d'accumuler. C'est-à-dire qu'ils achètent tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, achètent sans vendre. Ils font de l'accumulation. C'était traditionnel
traditionnellement ce que faisaient les Français, hein, ne serait-ce que l'histoire du cellier. Ah, c'est une histoire que tu aimeras entendre. Le cellier, on avait chez nos grands-parents et nos parents, même parfois, en fonction de la génération, il y avait des semaines de bouffe à la maison. Des semaines de bouffe à la maison. Ce qui permettait aussi de juguler les prix. Quelque part, ils étaient traders aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il te manque un rouleau de PQ, tu vas au supermarché, il n'en a pas un, il en a 6, et il y a une promo sur celui en 12. Mais comme tu en achètes 2 pour le prix d'un et demi, ben, tu vas acheter celui de 12, mais tu en achètes 2, bien évidemment. Et ça continue, c'est ce qu'on appelle l'inflation, hein, c'est évident. Donc oui, ils empruntent plus que les Français. Il y a eu l'âge d'or hein, du revolving dans les années 88-90, où tu as acheté une voiture à 23%. Mais ça, tu ne le savais pas, hein, tu le savais à la fin du mois. Oui, eux, ils impriment, ça c'est sûr et certain. Les actions chinoises, après je ne donne pas de conseils, nous dit Ripley, pourquoi pas, excellente émission, en tout cas merci à vous. 7% le plus intéressant, c'est bien la dette d'État. Je ne sais pas te répondre par rapport à ça. Non, elle monte la garde, ok, bah écoute, tout va bien. On se fait pour finir un petit graphique. Paul, por favor. Compartir mi pantalla. Espera solamente un momentito y después... Solamente un momentito, por favor. C'est ce moment qui est nécessaire. Je vais afficher le SP500. On va se faire un petit coup d'analyse du SP et on va essayer de savoir, on va essayer de tirer le truc au max et on va essayer de savoir si on arrive à lire quelque chose là-dessus. Normalement, je devrais l'avoir. Alors, rapidement, je ne l'ai pas préparé. C'est à la main levée, comme on dit. Le SZ23 sur les marchés futurs. Le SZ23 en mini. Je l'ai là. Est-ce que j'ai un graphe? J'ai un graphe. Le maximum que je puisse avoir, effectivement, ça serait 2022. Alors, c'est vachement intéressant, hein, cette ES. Hein. Quando tu quieras, Paul. Ici, vous avez le SZ23. Tiens, regarde. J'ai pas l'échéance roulée de l'ESZ. Attends, je vais essayer de te le trouver ailleurs. Je ne l'ai pas ailleurs. Tiens, un petit moment supplémentaire, s'il te plaît, Paul. Je vais essayer de te le trouver ailleurs, ton ES. Attends, bouge pas. Voilà. Je vais essayer de te le trouver ailleurs parce que là, je ne l'ai pas. Là, je ne l'ai pas enroulé en fait. Ce qu'on appelle l'échéance roulée, c'est un contrat futur qui ajoute, hein, qui agrège en permanence les différents contrats les uns après les autres. Donne-moi encore 2 secondes, à moins que tu sois pressé d'aller manger la soupe ou boire la soupe que tu as préparé ton homme ou ta femme. Mais sinon, offre-moi encore 2 petites secondes. Continuez à me dire dans le chat si vous avez aimé en tout cas cette émission. Moi, je prends beaucoup de plaisir à vous en parler. Essayez de vous rapprocher de la réalité. Arrêtez de croire ceux qui vous disent voir l'avenir. Ils voient que dalle. Hein. On le sait très bien. C'est important de comprendre que la vérité est ailleurs. Et c'est sûrement pas dans l'émission que tu auras, bien sûr, du FOMC demain, que tu auras une réalité de quelqu'un qui voudra juguler la dette. C'est pas vrai, il s'en fout, il n'en a rien à foutre. La dette, c'est pour les pauvres, ça n'a jamais été pour les riches. Quand les riches commencent à réagir, là, par contre, ça c'est un autre son de cloche. Là, tu verras que quand les riches vont réagir, ça ne sera pas les gilets jaunes au comptoir du péage d'à côté. Quand les riches vont réagir, je parle des riches, hein, pas les petits, parce que maintenant, un riche, c'est quoi? Ah ben, un riche, c'est un mec qui a 3 Twitter sur son compte. Hein, ah bah oui, il a allez, 120 milliards sur son compte. Quand eux, ils vont réagir, ah là, ça ne va pas être la même. Alors, je te montre le S, bouge pas, encore 2 petites secondes. Je vais essayer de l'emmener au maximum que je puisse te le montrer. Et on va regarder ensemble ce que raconte effectivement cette ES. Voilà la zone dans laquelle on se trouve, mais j'ai pas beaucoup d'histo, ça me gêne. J'aurais voulu vous montrer, je ne peux pas avoir plus d'historique que ça sur l'ES quand même. C'est formidable cette histoire graphique. Tiens, je vais essayer de le choper ailleurs. Comme nous, on est hyper court-termiste, c'est vrai que le graphique est très court. Attends, bouge pas. Je vais essayer de le trouver à long terme, le S. Parce que moi, j'ai besoin de le voir à long terme. Si je ne le vois pas à long terme, je vais te parler de ce qui se passe en ce moment. Je le connais, hein, le S, pour le moment. Sinon, je te le montrerai la prochaine fois. Mais ça serait bien quand même qu'on puisse le voir. T'en bouge pas. Absolument, si. 2 petites secondes. Allez, on va le trouver, ce S quand même. Oh, c'est pas grave, ça nous laisse un petit peu de temps ensemble. On n'est pas non plus pressé. Je ne vais pas pouvoir te le montrer. Aïe, 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 c'est dommage. C'est dommage. Je ne peux pas te le montrer. Je ne l'ai pas préparé. J'ai eu pour idée de te le montrer. Mais bon, je le montrerai la prochaine fois. C'est délicat de faire de l'empirisme comme ça hein, sur... Attends, est-ce qu'on va le trouver? Ça peut être pas mal, ça. Est-ce qu'on va le trouver? Je vais me le trouver quand même, celui-là. Le SP, tiens. Je vais
quand même le trouver rapide. J'en ai partout des graphiques, mais je voudrais vous le montrer sur très longtemps. Est-ce que je vais me le trouver rapide? Les indices, tiens, allez, les indices, le SP500, le SPX, il est là, ici. Je vais te le montrer sur très longtemps. Et puis si j'arrive à te le montrer, bah, on va faire en fait une analyse très facile, tu vas voir. Voilà, j'ai un truc. Tiens, regarde. Alors, moi, je voudrais montrer ça à des gens qui sont en train de nous dire que les marchés vont tenir, qu'il n'y a pas de problème. Tu vas voir, tout va bien. Alors, je vais essayer de te le montrer sur très longtemps. De façon à ce que tu comprennes dans quel type de cycle on se trouve. Si je l'ai, par exemple, sur du monthly. Tiens, regarde. Ça, c'est sur du monthly. Alors, je vais te virer, voilà, je vais te virer ce truc-là parce que sinon, ça risque de te poser problème. Ok, y hasta Paul si quieres. Ahora, voilà. Ça, c'est le SP500. Alors, il est gris. Je vous prie de m'en excuser. Je n'ai pas préparé le machin, donc forcément, il peut être que gris. C'est une analyse très basique. Hein. Les analyses les plus basiques, hein, sincèrement, c'est celle qui marche le mieux. Regarde où on évolue, le SP. Je te parle de là, on est en 2000, le trait que je t'ai tracé à gauche. Regarde comment on évolue. La poussée de l'ES ici, regarde. L'ES, c'est le SP500. Hein. Ici, effectivement, 2020. Hein, tu vois que l'ES continue de grimper avec une petite baisse, puis ça repart instantanément. Hein, il n'y a pas de difficulté, sauf que là, tu n'as pas l'impression que c'est pire que l'effet Covid de 2020. On est bien monté, tu es d'accord, on a fait un excès, tu es toujours d'accord. Mais là, tu n'as pas l'impression qu'on est en train légèrement de se dire, bah attends, là, quand même, c'est puissant ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a besoin d'être aussi haut désormais? Je ne suis pas sûr, tu vois ce que je veux dire. Là, on est véritablement en train de s'interroger. Là encore, je vous rappelle, hein, je vous montre l'évolution de l'ES qui est quand même l'outil phare des marchés américains. L'ES ici, encore une fois ici, hein, tu as toute la merde du Covid et compagnie. Hein, tout ça, c'est le Covid. Mais tu n'avais pas d'annonce au départ, donc c'est normal que ça continue à progresser. Sauf que là, regarde, t'es top. Le premier est très haut, le second s'essouffle. On a une ligne de coup, retour à la case départ. Pour un peu que le S passe de 4272 à 2000, bah dans quelques temps, ça peut être quelques jours, ça peut être quelques mois, mais on ne peut pas continuer de cette manière-là. La seule chose qui pourra contenir effectivement ce marché, c'est de dire, bah, en fait, Luc, c'est pas un double top, ça devient effectivement un triangle. Dans ce cas-là, on rentre par le triangle par le dessous, et puis on sortira par le dessus, mais il va y avoir pas mal de temps d'attente. Et puis, est-ce que c'est réalisable? Parce que là, tel que tu regardes le mât et puis ton triangle, ça voudrait dire quoi? Qu'on monte sur un ES à 7000 $? Tu les as, toi? Eh ben moi, je ne les ai pas et je ne suis pas prêt à acheter une action si l'ES est à 7000 $. Alors, c'est peut-être une opération qui sonne le glas. Moi, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais je suis quasiment certain que le retour aux 2000, il est déjà dans le graphique. C'est assez évident. Merci d'avoir retenu en tout cas de votre temps sur cette émission. Merci de l'avoir commenté. Merci de l'avoir effectivement suivi, d'avoir pris un peu de temps pour être avec moi. Paul, y está para el gráfico. Te puede quitar correcto mi pantalla. Et véritablement, on peut désormais croire que la crise, elle n'en est qu'à son début. On n'est pas en crise actuellement, c'est pas vrai. Pour toi, c'est la crise, mais pour eux, c'est pas la crise. Merci à tous, faites attention à vous. On se retrouve mardi soir prochain pour les plus courageux. Voy aux États-Unis, en tout cas demain, je vais aux États-Unis. Je vous ferai des petites vidéos si ça vous intéresse sur mes sociaux. Suivez-moi sur LinkedIn, Twitter, Facebook, ce que vous voulez. N'hésitez pas, je vous mets des petites vidéos de temps en temps. Je vais juste prendre la température aux States, comme on dit, pour savoir s'ils sont eux dans le mode panique ou s'il n'y a que les Européens qui se chient dessus. Take care, tchuss et surtout enjoy. Ciao, bye bye. Genius Station, Genius pour mobile.